Allez, bonne fête à tous les Antoine. Acteur, metteur en scène, chef de troupe, Jean-Philippe Daguerre, Jean-Philippe pour les intimes, auteur célébré et fêté au sens où chaque nouvelle pièce est un événement. Jean-Philippe Daguerre, donc, est une incontournable figure du théâtre contemporain, ancré dans le répertoire classique, mu par l'envie d'émouvoir. Il arrache les larmes des spectateurs, larmes de rire comme larmes d'émotion. Chaque semaine de ce mois de juillet, nous vous suivons. Jean-Philippe Daguerre, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et nous, autour de vous, Marie-Caroline Morel, Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui, pour vous poser toutes les questions que nous avons à vous poser, parce que effectivement, vous êtes à la tête du Grenier de Babouchka, qui est une des troupes qui est, pour moi, les plus importantes et les plus vivantes qui soient aujourd'hui. Alors je sais surtout Charlotte Matzneff, mon épouse, qui a créé cette compagnie. C'est elle qui est un peu à la tête de cette compagnie depuis 20 ans. En rejoignant Charlotte il y a 18 ans, j'ai rejoint sa compagnie. Donc c'était en 2003. Oui, ça a été créé. On a fêté nos 20 ans et c'est Charlotte qui avait créé avec une partie des gens qui sont encore dans la compagnie. Oui. Cette compagnie, sauf que c'est elle qui était un peu la chef parce qu'elle a mis, c'est une association, elle a mis dans le bureau toute la famille. Donc au bureau, les patrons de Grenier Babouchka, c'est toute sa famille. Donc du coup, c'est une association. Depuis, on est resté une association, on n'est pas une production. Et donc on co-dirige la compagnie, mais c'est vrai que c'est quand même la compagnie de Charlotte Matzneff, Babouchka. C'était le nom de sa grand-mère. C'est sa grand-mère qui était russe, d'origine russe, oui, par son père. Et puis et voilà, qui était, pour la petite histoire, elle voulait lui rendre hommage parce qu'elle l'a connu. Et puis c'était une rescapée des camps de concentration d'Auschwitz. Et du coup, elle a voulu lui rendre hommage en faisant cette compagnie. Et c'est vrai que les premiers thèmes qu'ils avaient abordés dans la compagnie étaient liés un petit peu à cet hommage-là aussi. Donc c'est parti sur quelque chose un petit peu puissant, avec des premiers spectacles pour les gueules cassées, notamment. Oui. Des choses un peu particulières. Puis une envie après du spectacle jeune public. Et puis quand on s'est rencontrés, moi j'avais la passion déjà du théâtre classique et on a été vers le théâtre classique au départ. Mais c'est vraiment, on dit, c'est vraiment Charlotte la patronne. Moi je suis celui qui aime la patronne. Qui essaie de lui faire plaisir. C'est beau ça. Donc Charlotte Matzneff, ouais, qui n'est pas dans le studio. Il faut qu'elle travaille. Pendant que moi je viens m'amuser ici. Il faut bien qu'elle travaille. Mais elle est metteur en scène. Oui. Et elle met en scène. Alors, comment ça se passe à 50-50 avec vous? Comment vous choisissez? Ah non, c'est... En se disant qui met en scène quoi? Non, au départ, c'est vrai que j'étais le seul à faire des mises en scène, et elle était comédienne, et puis, comme beaucoup de comédiens, on souvent se met à avoir envie de faire des mises en scène, et puis elle a été piquée par ça, et elle en est à sa 5e mise en scène. Là, actuellement, à Avignon, elle propose encore Les Téméraires, qui reviennent au Théâtre des Gémeaux, donc elle y est en ce moment, et puis elle est sur d'autres projets de mise en scène, donc elle est partagée avec cette passion du théâtre qui avant se vivait à travers le jeu sur la scène, et maintenant elle a également la mise en scène, et elle a aussi pas mal de talent pour écrire aussi. Je pense qu'un jour elle est capable de nous écrire une belle pièce. Mais on l'attend. Jean-Luc, vous avez des questions à poser sur le Grenier de Babouchka que vous suivez, j'imagine. Oui, non, mais moi je suis toujours un peu gêné parce que d'habitude je ne viens pas quand il y a un invité. Oui, c'est une première. Oui, c'est une première, parce que je connais Jean-Philippe depuis longtemps et c'est un homme que j'aime beaucoup, que j'estime beaucoup. Mais évidemment, c'est toujours gênant quoi, quand quelqu'un est là. Après, moi, je suis critique dans l'âme, donc j'ai toujours envie de dire du mal. Je suis un méchant, comme chacun sait. Alors, tout d'un coup, d'avoir une figure aussi sympathique, aussi généreuse, aussi gentille que ce garçon, comment voulez-vous que je dise du mal? C'est affreux. Si tu veux. Je sais qu'il pense du mal, il n'en dit pas. Ça qui est bien. Je ne sais plus quoi faire. Je suis désarmé devant tout ça. Jean-Luc, vous qui possédez un théâtre, qui est un animateur de théâtre, qui est un auteur, qui est un comédien, qui est un metteur en scène. C'est un petit garçon à côté. Moi, j'ai écrit 100 pièces, alors il m'a écrit 5. Bon. Donc vous êtes un peu de la même figure. Le phénomène de troupe, c'est très important. Ah bah oui, bien sûr. Mais ça, il faut le rappeler. Ah bah oui. Il faut le rappeler. Il faut le dire parce que quel travail. Bah je sais. Moi, ma troupe, elle venait du lycée, alors pour te dire. Donc, ils sont toujours les mêmes? Ils sont morts. Ils sont morts. Ça fait combien de comédiens, le Grenier de Babouchka, Jean-Philippe? À peu près 80. 80? Oui. Donc ça fait 80 feuilles de paye par mois? Oui. C'est énorme. Oui, ça coûte cher. Oui. Non, mais on a des gens qui travaillent, on a une comptable, un expert comptable, on a des gens un administrateur, on a du monde qui travaille pour nous. Nous sommes bénévoles, je tiens à le dire, Charlotte et moi. On dirige une compagnie avec beaucoup de monde, mais nous sommes bénévoles en tant que
intervenant sur la compagnie. Évidemment, on est payé quand on fait des mises en scène ou quand on joue, mais au même titre que les autres. Mais on a employé des gens qui sont salariés, qui travaillent, qui font le boulot le plus difficile, c'est-à-dire quand il y a 80 comédiens, c'est un travail énorme. Et c'est vrai qu'on a pris des personnes brillantes, motivées, et qui nous permettent de nous relaxer un peu, parce que ça n'a pas été comme ça tout le temps. Une compagnie, elle a 20 ans, mais pendant... on va dire 12-14 ans, même, bon, c'était difficile, on faisait tout. Charlotte, elle faisait les fiches de paye au départ et tout. Moi, je suis pas très doué, comme je suis dyslexique, donc je m'occupais pas trop de ça, mais on a été présents sur nos représentations. À chaque fois, il y avait l'un ou l'autre, à chaque représentation, les samedis après-midi, les dimanches, n'importe quand, il y avait toujours ou Charlotte ou moi, et ça a duré à peu près 10 ans. On était omniprésents dans la compagnie. Après, on a réussi à bien gagner notre vie, à trouver une issue vraiment professionnelle qui nous a permis d'employer des gens compétents. Et c'est vrai que ça nous a énormément soulagés et permis de faire de plus en plus de spectacles et d'employer de plus en plus de monde. En 20 ans de compagnie, il y a des comédiens qui étaient là depuis le début? Ah oui. Oui. Je dirais même que bon, elle a créé la compagnie, ils étaient à peu près une petite dizaine, 8-10, et là il y en a encore moins 6 qui sont encore, 6 ou 7 sont encore là. Non, mais il faut le saluer parce que c'est hyper compliqué. Pour vous donner une idée, moi quand j'ai créé ma compagnie, donc c'était vraiment, j'avais 20 ans, donc. Et la personne qui m'a aidé, qui a créé ça, et s'est suicidée. Donc, s'est suicidé d'épuisement, de fatigue. Moi, la même année... À cause de la paperasserie? À cause de tout ça, à cause de... La pression et tout. On était sur 5 spectacles en même temps, dans 5 théâtres différents, et tout ça est épuisant, quoi. Alors, sa femme a eu une petite aventure avec un partenaire, et il a pris ça au tragique, il s'est tué, mais parce qu'il était épuisé. Et moi, la même année, j'ai attrapé le scorbut. C'est pour dire que quand on dirige une compagnie et quand on le fait vraiment, c'est un travail que personne ne peut imaginer. Le boulot que ça représente, c'est absolument énorme, quoi. C'est énorme. Marie-Caroline Morel. Oui, moi justement, j'avais une question, parce qu'en parlant de cette compagnie qui quand même a pris une ampleur assez dingue aujourd'hui, avec justement 80 comédiens et comédiennes, je me demandais en 2003, donc là, la création, comment on fait quand on démarre comme ça, qu'on est 1, 2, puis comment pour la production, etc. Parce que je pense aux compagnies émergentes aujourd'hui, aux jeunes compagnies qui essayent de faire leur place et pour qui vous êtes un véritable exemple. C'est comment ça se passe, quoi. Je pense que ça se passe comme pour tout le monde. On a une voiture, un grand coffre et on met des costumes dedans et des accessoires et on essaye de faire des spectacles qui soient le plus intéressant pour les gens, de convaincre les structures. Au début, on va dans les écoles. Après, on essaye d'aller de temps en temps les après-midi dans certains théâtres où on peut faire des matinées. Souvent, on commence par du jeune public. C'est ce qu'on a fait. Après, on a été plus vers le théâtre classique en matinée. Après, on a réussi à aller vers le théâtre classique en soirée et puis la création contemporaine. Je pense qu'il n'y a pas de recette. La recette, c'est la passion, la dévotion. Comme dit Jean-Luc, je pense que Charles dira la même chose que moi, c'est que l'un sans l'autre, on n'aurait jamais réussi à le faire. On a tenu parce qu'on était un couple, nous en tout cas dans cette histoire. C'est le couple qui a fait la force. Et le couple et puis les amitiés qu'on a eues avec une confiance, parce que je pense aussi que le fait de ne pas avoir été... comme des patrons, c'est plutôt une crèche parentale. On était bénévoles, donc du coup, c'est pas pareil que quand tu fais une boîte de prod et qu'il y a des salaires. Enfin, je dis pas que ça ne peut pas marcher comme ça, mais je pense que nous aussi, il y a eu cette confiance qui fait qu'on a le fait d'avoir eu des postes non à but non lucratif et ça mine à rien, ça a donné une confiance aux autres. On ne se sont pas dit c'est des producteurs qui essayent de faire un truc pour nous entuber. Moi j'ai laissé mes droits d'auteur pendant longtemps quand je faisais des adaptations. Mes droits de mise en scène je ne les prenais pas au départ quand il n'y avait pas assez d'argent. On a vraiment essayé de faire un pot collectif. Du sacrifice en fait. Oui mais c'est pas du sacrifice parce qu'on rêve que de ça. Donc moi je n'ai que j'ai jamais eu d'années c'est pas des années galères. C'est des années fortes, il faut avoir voilà, alors j'ai pas eu les mêmes tragédies, même si on a eu quand même une ou deux tragédies dans la compagnie. Sur 20 ans de vie, évidemment, on a des partenaires qui s'en vont. Mais c'est vrai que c'est dur, mais c'est un sacerdoce. Donc en fait, vous parlez de couple, il y avait Jean de Sailly, Simone Valère, il y avait Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud, et il y a Jean-Philippe Daguerre et Charlotte Mazneff. Oui, je sais que j'aurais jamais fait le 3/4 de ce que j'ai fait, c'est grâce à Charlotte. Ouais. Parce qu'elle m'a soutenu, elle était derrière moi. Elle a jamais. Au fondement d'une compagnie, Jean-Luc, il faut un couple.
Je comprends pourquoi j'ai jamais réussi dans ce milieu-là, moi. Je comprends mieux. Attendez, vous êtes jeune, vous allez pouvoir Mais trouver. ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est comme ça que ça se passe pour les jeunes compagnies. C'est le théâtre pour enfants qui sauve. Moi, ma compagnie, c'est pareil. Au début, on vivait que par le théâtre pour enfants. Puis alors après, ça se développe et on essaye de faire autre chose. Et puis après, c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est assez terrifiant, quoi. De la même façon qu'aujourd'hui, les gens qui vivent de leur métier, il n'y en a pas beaucoup. On oublie de le dire. C'est les métiers annexes qui font vivre. C'est la synchro, c'est les spectacles pour enfants, c'est le professorat, voilà, c'est ça qui font vivre les comédiens. C'est affreux, mais c'est comme ça. Vos 80 comédiens vivent uniquement de leur art. Oui. Oui, ils font tous ce métier. Alors ils vivent chichement. C'est un salaire de, je sais pas, mais c'est selon, mais d'instituteur qui démarre. À peu près, mais c'est voilà, quand je dis un sacerdoce, souvent c'est des comédiens qui vivent dans un studio, certains ils font de la post-synchro, donc ils mettent du beurre dans les épinards, certains tournent à la télé, au cinéma. Ils ont tous, c'est pas du tout les mêmes revenus selon l'activité, mais comme on a quand même beaucoup d'acteurs qui jouent dans plusieurs spectacles à nous, ils ne chôment pas, ils arrivent à avoir, voilà, mais ça ne suffit pas pour vivre dans le luxe, mais le luxe c'est de faire du théâtre. J'allais rebondir justement sur ce que tu disais, Jean-Philippe. Donc oui, le luxe, c'est de faire du théâtre. Et justement, donc, comme la plupart des comédiens qui sont encore maintenant au Grenier de Babouchka le sont quasiment depuis le début, est-ce que lorsque vous choisissez d'adapter un classique de théâtre ou de la littérature... Ça, on va y venir dans la deuxième émission. Ah oui, je parlais dans le grenier, pardon. Oui. Pardon. Est-ce que vous faites une réunion de groupe pour dire pour sélectionner peut-être les pièces à venir, ou vous décidez ça vraiment vous décidez ça à deux ou bien en groupe ou bien collectivement? Non, on décide à deux parce que collectivement, moi, j'y crois pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'il y ait des gens qui prennent les responsabilités. On est déjà deux, c'est déjà pas mal. Mais par contre, parfois, on en parle avec quand même vachement en amitié. Je dirais même qu'on est en fraternité avec les gens avec qui on travaille. Oui, bien donc, sûr. C'est une grande famille. On peut se retrouver à un repas, aller manger chez moi, par exemple. Il y en a 7 du grenier qui sont là. On peut dire, on pense à monter ça. Vous en pensez quoi? Ils vont donner leur avis. On peut. Mais c'est vrai que la décision finale, on est déjà deux à la prendre ensemble. Mais ça rend pas service, selon moi, à un moment de dire à tout le monde à 80, on va voter pour savoir qu'est-ce qu'on va monter. Non, il y a une prise de responsabilité à avoir. Christophe croit à la démocratie, c'est quand même terrifiant. Mais non, le tyran juste, surtout dans le domaine du théâtre, le tyran juste. Caroline, décide, point. Moi, je pensais à Avignon, puisque en ce moment, on est en plein dedans. Et je me demandais, en 20 ans, ce que vous aviez vu à travers le Grenier de Babouchka, l'évolution du Festival d'Avignon, avec votre compagnie, avec tous les spectacles que vous y mettez chaque année, de plus en plus nombreux. Qu'est-ce que vous ressentez de cette évolution, qu'il y ait de plus en plus de spectacles, qu'il y ait une concurrence terrible et que ça coûte un pognon fou. Et que ça coûte beaucoup d'argent. Il y a 1600 spectacles. Cette année, il y en a plus. Cette année, il y en a encore plus que l'année dernière. 1610, il y a quoi à 17 près, alors j'étais pas loin. C'est compliqué pour moi c'est un peu comme parler d'une personne qu'on aime et lui trouver beaucoup de défauts. C'est-à-dire que moi j'ai un amour pour Avignon qui est immense par rapport à ce que ça représente par rapport au théâtre. C'est vrai que mon plus gros succès, je l'ai eu là-bas avec Adieu Monsieur Hoffman qui est né là-bas. C'est vrai que c'est un festival où je suis dès que j'ai une création jusque-là, j'ai beaucoup de monde. Donc j'ai un public qui me suit là-bas, j'ai beaucoup de programmateurs qui viennent. Moi je suis un peu un enfant gâté d'Avignon. Mais si je suis très franc, non, je suis scandalisé par la façon dont on tourne le festival depuis un certain temps. Je suis à chaque fois je me dis il faut vraiment avoir beaucoup d'amour pour ce festival pour avoir envie de continuer à défendre cette hausse permanente des loyers, des créneaux. Dès qu'il y a une loi qui sort, ce qui m'a scandalisé, c'est la dernière loi la loi du travail, on doit faire une relâche. Alors, je la critique pas, la loi du travail. On fait une relâche, pour moi, elle est complètement hypocrite, puisqu'il y a 1000 spectacles sur les 1600 qui ne payent pas les comédiens de toute façon. Bon, on va faire comme si on les payait tous, mais c'est faux. Bon, c'est comme ça, on est tous passés par là. Mais les théâtres maintenant, ils nous louent les créneaux en enlevant les 3 au même prix, mais les 3 jours où on n'a plus de recettes, on les a plus. Donc ça veut dire qu'on a 3 créneaux de moins, mais pourtant la location est encore même augmentée sans arrêt. Donc je trouve que plus ça va, plus c'est dur. Il faut vraiment être très courageux pour aller là-bas. Moi,
C'est très cher, et puis les loyers, n'en parlons pas, ils montent, la vie monte, tout est plus cher, et il y a de moins en moins de programmateurs, puisque depuis le Covid, on s'est rendu compte que je crois qu'il y a 25% de baisse les maires se sont habitués à vivre sans donner l'argent, enfin ne plus donner l'argent à la culture, puisque pendant le Covid, il n'y avait pas de théâtre. Donc l'argent qu'ils avaient, ils l'ont alloué à d'autres activités. Quand on a repris l'activité, plein n'ont pas remis la même somme. Donc combien de programmateurs vous disent je n'ai plus 30 créneaux, j'en ai 25, ou il fait avec l'augmentation du chauffage, on ferme décembre, janvier, février. Donc du coup tu multiplies par le nombre de structures. Les 5-6 en mois, ça fait à peu près 6 000 en moins. Donc quand c'est à peu près, je crois, 6 000 représentations non achetées par rapport aux autres années. Si tu regardes le nombre si tu fais le calcul, a priori, un chiffre qui est un peu particulier, je me suis fait mon petit calcul, je ne vais pas le faire ici, mais ça représente à peu près ça. Il n'y a quasiment aucune ville où je joue où on a exactement le même nombre de représentations qu'avant en tournée. Ça veut dire que quand tu faisais 30 dates sur l'année et que tu n'en fais plus que 25, ça fait 5 spectacles achetés en moins. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les tourneurs ont fait une réunion, il n'y a pas longtemps, les structures, ils se sont rendus compte que avant, quand tu avais 50 dates de tournée, c'était une bonne tournée. Aujourd'hui, quand on espère 30, c'est-à-dire que, et donc comme tout est plus cher, tout coûte plus cher, les matériaux sont plus chers, ça devient de plus en plus dur. Je fais une petite parenthèse pour les auditeurs, c'est qu'à Avignon, on fait des créations pour faire venir à Avignon les acheteurs de dates, enfin du spectacle, et qui vont l'acheter. Alors ça sera à Nevers, à Rouen, à Tours, à Strasbourg. Donc on attend à Avignon tous ces gens-là qui viennent voir les spectacles et les acheter. Voilà. Après, maintenant, il y a une dure loi aussi qui est très compliquée à Avignon, c'est qu'aujourd'hui les programmateurs savent déjà en amont ce qu'ils vont voir et ce qu'ils vont programmer. Bien sûr. Donc il n'y a même plus la surprise qui était à l'époque existante, cette surprise d'aller découvrir des petites pépites, des petites perles de gens qui ne sont pas connus, et il n'y a même plus cette surprise-là. Les dossiers partent en mars. Les dossiers partent en mars pour que tous les programmateurs puissent venir et voir et faire leur marché. Mais quand vous dites 6 000 dates en moins, ouais, je crois à peu près. C'est terrifiant. Mais oui, et puis ce que je voudrais dire, c'est que j'avais fait il y a quelques années un très très grand article dans le Figaro Magazine sur les tourneurs. Et le phénomène était déjà là. C'est que c'est pas nouveau, c'est pas le Covid qui a fait ça. Déjà, il y a, ça a empiré. Il y a 15 ans, déjà, il y avait ce phénomène-là, le nombre de dates qui diminue. Voilà, c'est un phénomène qui est malheureusement parce que voilà. Parce qu'il y a eu beaucoup plus de spectacles, ça a concurrencé plus les tourneurs parce que les compagnies se sont mis à vendre elles-mêmes les spectacles. Donc à l'époque, il y avait le phénomène chez les tourneurs de crise parce qu'il y avait énormément de concurrence puisqu'il y a 1500 spectacles à vendre. Mais aujourd'hui, derrière ça, la clientèle qui est prête à acheter, elle est moins nombreuse puisqu'il y a moins de créneaux possibles. Donc du coup, on se retrouve avec le même nombre de productions, il y a autant de spectacles produits avec moins de possibilités d'être achetés. Donc on se concurrence encore plus. Il y a moins de dates et moins d'argent. Oui, ils achètent moins d'argent, moins cher. Et puis on négocie pour que ce soit moins cher. Actuellement, il y a une vraie baisse de la culture. Enfin, on le sait bien, il y a un débat en ce moment qui se passe avec la grosse baisse de la culture cette année encore. Et c'est vrai que tout est plus difficile. On essaye de faire aussi bien avec moins de moyens. Oui. Et le problème, c'est que ça ne va pas s'arranger. Les subventions vont diminuer, ça va être de pire en pire. Nous, on n'en a pas de subventions, donc là-dessus, on n'est pas trop sur... nous, on fait tout enfin, si, il y a des subventions sur les lois, sur le crédit d'impôt, des choses comme ça qui sont faites, mais ce n'est pas des subventions indirectes. Oui, ce sont des subventions indirectes, ce qui est complètement différent. On ne va pas rentrer dans la cuisine. Parce que c'est important. Mais augmentation des coûts à Avignon, augmentation du nombre de spectacles, diminution du nombre d'achats. Oui. Est-ce qu'on n'est pas à la fin d'un système ? Moi je pense, mais après j'arrive à un moment, je suis en observation de tout ça. Je pense qu'à un moment ça va, je pense que ça va être très compliqué. Mais le problème c'est qu'Avignon vit beaucoup sur ses troupes amateurs, parce que c'est un fantasme d'aller faire le festival d'Avignon. Il y a énormément de gens qui y vont. Ils vont se casser les dents, mais ça fait partie du processus c'est comme ça qu'on apprend. Donc il y en a plein, ils y vont la fleur au fusil, ils savent qu'ils vont perdre, mais ils ont envie de le faire. C'est comme une forme c'est le champ d'honneur un peu à Avignon. Donc du coup, ils vivent grâce à ça. Bon, c'est pour ça s'il n'y avait pas 1000 compagnies qui venaient se saborder, enfin elles sortent de là avec plus en rond, ça ferait moins de loyers, les loyers seraient moins hauts, il y aurait moins de monde à loger, voilà, ça y fait énormément. Mais en même temps, ça fait partie, c'est la poésie du théâtre aussi. C'est-à-dire oui, c'est vraiment
vraiment par amour, comme je disais, par amour du théâtre que ces jeunes compagnies font ça. Donc déjà, même avant Avignon, elles partent complètement déficitaires. Ça, j'ai vécu ça avec des compagnies avec lesquelles j'ai travaillé. Moi, ce qui m'a sidéré le plus, surtout ces 2-3 dernières années à Avignon, j'ai eu des retours comme quoi, donc il y avait beaucoup de programmateurs qui viennent quand même, hein, ils viennent quand même chaque année à Avignon, ils vont voir de très beaux spectacles, ils disent c'est super, ça nous plaît beaucoup. Ah ok, alors vous nous achetez une date. Ah bah non, nous, à cause du Covid, notre planning, il est plein pour 2025-2026. Mais en fait, ils savent très bien, ils vont venir à Avignon, ils savent très bien qu'ils n'achèteront rien, mais ils font quand même, ça je trouve ça un petit peu ridicule de leur part, ils font quand même espérer à des spectacles qu'ils aident ou pas des producteurs, à des jeunes compagnies ou à des grandes compagnies comme le Grenier, à pouvoir vendre des dates alors qu'ils savent déjà bien avant de débarquer à Avignon qu'ils n'achèteront rien. Donc en fait, ils donnent de faux espoirs à ces compagnies qui vont voir et à qui disent à la fin que leur spectacle est sublime, mais on ne l'achètera pas parce que de toute façon, dans tous les cas, on n'a plus assez d'argent pour vous acheter et notre planning est plein encore pour 4 ans. Ça, c'est pas normal. Normalement, s'ils savent très bien qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter ou ils ne peuvent pas programmer avant une certaine période, qu'ils ne viennent même pas à Avignon, parce qu'en fait, on les paye. On les paye pour venir à Avignon. Et puis, il y a un autre phénomène, hein, dont c'est mon dada, mais c'est le nombre de spectacles solo. Allez, seul en scène. Sur les 1600, j'aimerais bien savoir, je disais l'autre jour, à Paris en ce moment, 75 solos, rien que dans les théâtres, je ne parle pas des cafés-théâtres. Oui. Donc à Avignon, j'imagine que là, et tout ça, c'est pour des raisons économiques. Bien sûr. Parce que là, tu peux payer un comédien tout seul. Quoi. Voilà. Non, mais là, on résultat des courses, il se passe, parce que c'est un microcosme, Avignon, il se passe la même chose qu'à Paris, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de théâtres. Mais Paris, c'est avignonisé. Marie-Caroline Morel. Du coup, j'aimerais revenir sur le grenier de Babouchka. Voilà, merci. Je l'attendais. En parlant justement de ces comédiens qui sont tous à Avignon, qui sont très nombreux, etc. Il faut créer vraiment un esprit de troupe très fort dans les équipes que vous créez, parce que entre Paris, les tournées et puis l'étranger aussi, avec tout ce qui se crée à travers cette compagnie-là, faut réussir à mener une troupe véritable avec un esprit de bienveillance, d'écoute, de joie aussi. Et comment à deux on tient ça? On ne le tient pas à 2, on le tient à 80. Hein. On a vraiment, quand je dis, ça fait un peu des magots, mais c'est vraiment de la fraternité qu'il y a dans la troupe. C'est même pas une troupe, c'est une compagnie, mais avec un esprit de troupe. Non, mais franchement, c'est jamais compliqué par rapport à ça. Ce qui peut être compliqué, c'est quand il y a du malheur qui arrive dans une malheur de vie, de santé, sentimentale. Voilà, ça, c'est des choses qu'il faut savoir gérer, ce sont les plus dures. Mais l'enthousiasme, jamais. Moi, mes acteurs, chaque année, ils rêvent que d'une chose, c'est d'aller à Avignon. Ils sont hyper contents de faire des tournées, de jouer à Paris. Il y a une demande, c'est des bouffeurs de théâtre. Dans notre compagnie, c'est des bouffeurs de théâtre. Donc, quand ils vont pas à Avignon, ils ont les boules. Quand ils transpirent, ils font le truc à fond, mais ils ont l'adrénaline, ils aiment ça. Franchement... Sur les 80, il y en a combien à Avignon ? Ah pas autant évidemment, non, oui. Je sais pas, une vingtaine, non, pas la moitié. J'aurais cru la moitié. Non, parce qu'il y a comédiens du Grenier Babouchka et comédiens, on fait des productions où il y a toujours un ou deux qui se glissent, mais c'est pas produit forcément par le Grenier Babouchka. Oui. Là actuellement sur cet Avignon-là, celui qui est produit à 100% par le Grenier Babouchka, c'est le Cyrano de Bergerac. Après, on est coproducteur sur du Charbon dans les veines, on est coproducteur sur La Fleur au fusil, on est coproducteur sur Les Téméraires, et il m'en manque un. Et sur Le Petit Coiffeur, on n'est plus producteur, c'est Serge Pommier du théâtre des Gémeaux qui a repris la production. On a un droit de suite parce qu'on a une part de coproduction avec les anciens producteurs. C'est Serge qui a envie qui adore le spectacle, qui va lancer son théâtre, le théâtre des Gémeaux à Paris aussi avec Le Petit Coiffeur. Il y a eu un coup de foot pour la pièce, on l'a joué l'année dernière là-bas et du coup il a dit moi j'ai envie de le faire vivre plus longtemps. Donc tant mieux, ça fait plaisir. Mais oui, ce théâtre c'est à Belleville. Oui, non, c'est pas de Ménilmontant, c'est l'ancien théâtre de Ménilmontant, voilà. Refait à neuf, magnifique, il a refait un truc magnifique. Oui, donc, et ça va être très longtemps. On parlait l'autre jour. Et ça va. Je tiens à le dire, Le Petit Coiffeur à 10h du matin à Avignon, pour commencer avec un spectacle qui est très très fort, il faut aller voir Le Petit Coiffeur. À 10h du matin, c'est... Ça sera pour la 3e émission. Oui. Quand t'as rien compris. Je me souviens d'Éric Emmanuel Schmitt sortant de la salle du théâtre actuel et il avait la larme à l'œil et il se frottait l'œil en disant il m'a encore eu en parlant de vous Jean-Philippe, parce que l'émotion, et on va en parler la semaine prochaine, mais l'émotion guide vraiment votre écriture.
Bah, j'essaye. De toute façon, tant qu'il y a des gens qui sont émus pour venir voir mes pièces, je suis content. Après, il y a des gens qui ne sont pas émus non plus. Donc chacun. Moi, je réfléchis pas à ça. J'essaie de raconter des histoires et si ça fait plaisir aux gens, tant mieux. Oui. Bon, le grenier de Babouchka, l'an prochain. Bah, l'an prochain, oui. Oui, à fond. Ah oui, j'ai la chance. Alors là, la grande nouvelle que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est que j'ai la chance de mettre en scène au château de. Le festival, c'est tellement, je suis un peu fatigué, la chaleur, toutes ces journées. C'est dur Avignon, faut pas croire. Surtout qu'il y a beaucoup de châteaux en France. Versailles. Le festival de Grignan. Les nuits de Grignan, j'ai la chance de pouvoir mettre en scène le Barbier de Séville l'année prochaine pour 44 représentations au château de Grignan pour les nocturnes là-bas. Et c'est vrai que c'est un rêve que j'avais depuis longtemps. En 2025. Ouais. L'année prochaine. Donc ça sera le grenier à Babouchka, puisque c'est nous qui avons été choisis. Nous nous y retrouverons. Génial, avec plaisir. Merci infiniment. Merci à tous. Merci Jean-Philippe Daguerre, merci Marie-Caroline Morel, Nadir et Jean-Luc, merci beaucoup. Grand merci aussi à Cédric Cobat pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Malpeuch, Camille Meyer et Faustine Clary pour la réussite technique de cet entretien. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de ce feuilleton. Prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.